Alors que le monde reste concentré sur les ambitions nucléaires et les guerres par procuration de l'Iran, le pays se prépare discrètement à une menace encore plus dangereuse. De l'autre côté de l'Atlantique, le Venezuela est la porte d'entrée de l'Iran en Amérique. Des analystes internationaux ont découvert ce qui pourrait être l'un des réseaux de sanctions et de renforcement militaire les plus sophistiqués jamais documentés hors du Moyen-Orient. Alors, analysons ce qui se passe réellement. Pourquoi c'est plus important que jamais en 2025 et comment cela pourrait dégénérer en un scénario cauchemardesque. Cela rend les tensions actuelles au Moyen-Orient presque gérables en comparaison. La relation entre l'Iran et le Venezuela a débuté pragmatiquement en 1960 lorsque les deux pays ont cofondé l'Organisation des pays exportateurs de pétrole avec l'Irak, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Parmi les 5 membres fondateurs, seul le Venezuela était en Amérique du Sud, constituant ainsi une enclave vitale face aux autres nations américaines. La véritable transformation a eu lieu au début des années 2000 sous Mahmoud Ahmadinejad en Iran et Hugo Chavez au Venezuela. Ces deux dirigeants partageaient une rhétorique anti-américaine et pensaient pouvoir créer une structure de pouvoir alternative face à la domination occidentale, en particulier celle des États-Unis en tant que chef de l'OTAN. Entre 2005 et 2013, cette vision s'est concrétisée par environ 270 accords bilatéraux d'une valeur de 16 milliards, couvrant tout, de l'infrastructure pétrolière à la coopération militaire. C'est là que cela inquiète la sécurité nationale des États-Unis. Pendant la crise du carburant au Venezuela en 2020, l'Iran a non seulement envoyé du carburant d'urgence, mais aussi Mahan Air, une compagnie aérienne sanctionnée liée au corps des gardiens de la révolution islamique. Ces vols transportaient régulièrement des techniciens du corps des gardiens de la révolution islamique et des composants technologiques, établissant un corridor aérien permanent entre Téhéran et Caracas. Le paiement à l'Iran s'est fait avec 9 tonnes de lingots d'or vénézuéliens, d'une valeur d'environ 500 millions. Ce qui a complètement contourné le marché mondial et le système du dollar américain, qui dirige pratiquement le système de change du Venezuela. En 2025, la situation dépasse largement la coopération économique. Alors parlons de ce que l'Iran a réellement construit sur le sol vénézuélien, sur la base aérienne El Libertador du Venezuela à Maracay. Des entreprises iraniennes, dont Quads Aviation, une société écran bien connue du corps des gardiens de la révolution islamique, ont mis en place une chaîne d'assemblage de drones entièrement opérationnels. Il ne s'agit pas de drones first-person view de loisirs modifiés en unités tueuses de première ligne. En Ukraine, ces installations produisent des drones Shahad 131, les mêmes modèles que la Russie utilise avec des effets dévastateurs en Ukraine. Le Venezuela reçoit essentiellement une formation directe et acquiert de l'expérience pour produire ces drones en masse, tout en étant contrôlé et façonné par l'agenda anti-américain de l'Iran. L'installation se situe à plus de 2170 km de Miami, de l'autre côté du golfe du Mexique. Selon d'autres évaluations des renseignements, l'Iran chercherait probablement à influencer des pays en Amérique centrale. Ces 2170 km sont sans doute trop éloignés pour devenir la prochaine base de lancement des drones Shahed, vu leur capacité actuelle. Il suffirait d'une ou 2 générations d'améliorations supplémentaires, associées à un traité de défense favorable avec un pays d'Amérique latine. Pour réduire cette distance de quelques centaines de kilomètres, il pourrait alors y avoir des drones iraniens à portée opérationnelle du continent américain, et ce n'est pas irréalisable. Le Shahad 136, qui est déjà produit à la fois par l'Iran et la Russie, aurait une portée opérationnelle de plus de 1600 miles. Si l'Iran transfère cette technologie au Venezuela et garde le contrôle des réseaux clandestins, il peut représenter une menace directe pour les États-Unis. Bien sûr, les implications militaires de la production de drones ne sont qu'une partie de l'histoire. Le Venezuela devait encore soutenir suffisamment son économie pour pouvoir construire ces drones. Cela a été accompli grâce à l'une des plus grandes opérations de contournement des sanctions au monde, peut-être supérieure à celle de la Russie. Des négociants ont reconditionné plus de 12 milliards de dollars de brut marais vénézuélien en le faisant passer pour du bitume brésilien, puis l'ont expédié en Chine. Voici comment ils ont procédé. Des pétroliers comme le Carina, battant pavillon du Libéria, ont falsifié leurs signaux de localisation système d'identification automatique pendant le chargement au Venezuela. Ils utilisent de faux certificats d'origine pour prétendre venir de ports brésiliens. La cargaison arrive à Yangpu,
Chine, étiqueté comme brut brésilien non sanctionné. Même si la compagnie pétrolière d'État du Brésil, Petrobras, n'exporte même pas de mélange de bitume, la Chine paie simplement l'achat à des prix réduits, en raison du fait que le brut vénézuélien n'a pas de quota d'importation. Et ceci n'était qu'une des nombreuses opérations. Les exportations de pétrole vénézuélien vers la Chine sont passées de 351 000 barils par jour en 2024 à 463 000 début 2025. Ces revenus financent non seulement la répression intérieure du régime Maduro, mais aussi des campagnes internationales de désinformation visant les États-Unis et l'Afrique. La flotte maritime fantôme transporte des marchandises, tandis que le corridor aérien Téhéran-Caracas continue d'acheminer personnes et technologies à double usage. Depuis 2020, Mahan Air et la compagnie nationale vénézuélienne sanctionnée Conviasa ont institutionnalisé ce qui semble être une ligne de passagers civils. Des témoins oculaires ont souvent vu des avions Conviasa stationnés sur les rampes de fret plutôt qu'aux terminaux passagers, à l'aéroport de Téhéran. Des palettes non déclarées sont discrètement déchargées, ce qui est caractéristique des opérations impliquant du fret sensible ou non déclaré. Puis, en 2021, Mahan Air a transféré un Boeing 747-300M directement à la filiale cargo de Conviasa, Mtrasur. En 2022, les autorités argentines ont retenu un avion et découvert que son commandant était un ex-commandant de la force aérospatiale des gardiens de la révolution islamique. L'appareil servait à des missions d'entraînement et à l'intégration à la flotte. Cela illustre la stratégie aérienne de l'Iran au Moyen-Orient, utilisant des compagnies civiles pour acheminer du matériel militaire, des biens à double usage et des membres des gardiens de la révolution islamique en Syrie et au Liban. Il a fallu près de 2 ans avant que l'appareil soit transféré aux États-Unis pour tenter de démanteler ce corridor aérien. Mais au-delà des liens économiques directs, l'aspect peut-être le plus inquiétant des opérations iraniennes au Venezuela est l'intégration du Hezbollah dans les infrastructures du pays. En 2008, des responsables du Trésor américain ont rapporté que le gouvernement vénézuélien employait et offrait un refuge sûr aux agents du Hezbollah. Des personnes comme Ghazi Nasser al-Din, diplomate libano-vénézuélien, ont profité de leur poste pour financer le Hezbollah et faciliter l'entrée d'agents au Venezuela. Nasser al-Din a aussi organisé des réunions entre responsables vénézuéliens et la direction du Hezbollah, coordonnant la collecte de fonds via virements bancaires et voyages entre le Venezuela, le Liban et l'Iran. Par coïncidence, des formations du Hezbollah ont eu lieu en Iran. Ce groupe proxy, en partie responsable du conflit au Moyen-Orient, a poussé Israël à envahir le Liban et à viser la direction du Hezbollah pour imposer un cessez-le-feu. Un scénario possible découlant de la complicité du Venezuela et la délivrance de passeports frauduleux et de documents officiels à des agents liés au Hezbollah. Cela facilitera l'infiltration d'agents iraniens en Amérique latine et leur accès potentiel au territoire américain, sous de fausses identités. Malheureusement, ce scénario n'est pas purement théorique. De 2008 à 2012, l'ambassade du Venezuela à Bagdad a délivré des passeports frauduleux à 173 personnes d'Iran, de Syrie, d'Irak, du Liban et de Jordanie, dont beaucoup soupçonnaient de liens avec des groupes terroristes. Le vice-président vénézuélien Tariq El Aissami, d'origine syro-libanaise, aurait facilité la délivrance de centaines de passeports vénézuéliens à des membres présumés du Hezbollah. Maintenant, relions les points avec ce qui se passe dans le monde en 2025, en commençant par l'Iran lui-même et ses capacités en matière d'armement au-delà des drones. En juillet 2025, l'Iran possédait plus de 880 livres d'uranium, enrichi à 60%, alors que 90% est nécessaire pour un usage militaire. Voici le détail crucial que vous devez comprendre. L'enrichissement nucléaire suit une courbe de difficulté inverse. Plus l'uranium est déjà enrichi, plus il devient facile et rapide de l'enrichir davantage. Le déploiement expérimental par l'Iran de centrifugeuses avancées Iran 9, capables d'enrichir 50 fois plus vite que les anciens modèles, pourrait ramener son délai d'obtention de matières de qualité militaire à quelques semaines. Pour référence, la bombe d'Hiroshima contenait seulement 64 kg d'uranium enrichi. Des images satellites de novembre 2024 montrent de nouveaux travaux de creusement de tunnels à Natanz, suggérant des préparatifs pour des capacités d'enrichissement renforcées. Protégé jusqu'à 90 mètres sous terre, seul le Guided Bomb Unit,
57, le pénétrateur d'ordonnances massives des États-Unis, pourrait être capable d'atteindre de telles profondeurs, et même cela reste incertain. À la fois comme action préventive et en représailles, les États-Unis ont mené plusieurs frappes contre l'Iran en juin 2025 à Newton, à Tanger et au centre de recherche nucléaire d'Ispahan au sol. Des images satellites fin septembre révèlent de nouveaux et des bâtiments réparés, suggérant une activité accrue à la montagne Pickaxe, à 1 mile au sud de Natanz. L'Iran a aussi testé avec succès le missile hypersonique Fatah-1, atteignant Mach 13 et doté de capacités de manœuvre avancées, pour déjouer les défenses antimissiles. Avec la faible distance Iran-Israël, le dôme de fer aurait seulement quelques minutes pour détecter et réagir, malgré les capacités de correction de trajectoire du missile. C'est une grave menace existentielle. Le missile balistique pourrait transporter une ogive nucléaire que l'Iran serait en mesure de produire d'ici 2026 si l'enrichissement continue. La situation se complique avec la signature, en janvier 2025, d'un traité de partenariat stratégique global entre la Russie et l'Iran, renforçant leur coopération militaire et la coordination sur la sécurité régionale. Cela a transformé une alliance opérationnelle en cadre stratégique. Même si la Russie semble peu impliquée dans cette guerre de l'ombre, l'alliance militaire prouve que l'Iran veut profiter directement de son expérience. En Ukraine, les drones Shahed qui sont fabriqués à El Libertador ont fait leurs preuves au combat dans le ciel ukrainien. Les tactiques de tromperie maritime comme le système d'identification automatique, le brouillage, la falsification de documents et les transferts de navires illustrent l'évasion des sanctions. Des méthodes perfectionnées au fil des années de coopération entre la Russie et l'Iran. Pendant tout cela, la Chine reste un facteur majeur. Alors que la Chine aide sans doute la Russie à éviter les sanctions, elle soutient également l'Iran depuis des décennies. D'une part, la Chine a directement contribué au programme de recherche et d'enrichissement nucléaire, ainsi qu'aux missiles balistiques de l'Iran. Elle a aussi été parmi les premiers à reconnaître le régime révolutionnaire après 1980, entraînant rapidement des sanctions contre l'Iran. La Chine représente plus de 90% des exportations de pétrole brut et raffiné de l'Iran, et dans ce dernier a contourné les sanctions imposées à son industrie énergétique par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Avec la Chine, permettant à l'Iran de rester un acteur régional en finançant ses programmes d'armement. Cela complique indirectement la situation pour les États-Unis. Avec le Venezuela agissant désormais comme un autre proxy de l'Iran, la Chine et la Russie disposent d'un nouvel angle pour mener une guerre asymétrique. Voyons comment cela pourrait se dérouler, et quelles seraient les implications pour chaque acteur majeur. Scénario 1. Crise coordonnée sur plusieurs théâtres. L'Iran pourrait se servir du Venezuela pour déstabiliser et accroître les tensions au Moyen-Orient. Si la Chine agit contre Taïwan simultanément, potentiellement entre 2026 et 2027 selon le calendrier annoncé par Xi Jinping, les États-Unis font face à des crises simultanées sur 3 fronts, le Moyen-Orient, l'Indo-Pacifique et leur propre arrière-cour. La flotte du Pacifique devrait se concentrer près de Taïwan, tandis que la flotte de la Méditerranée maintiendrait la pression sur l'Iran et soutiendrait Israël. Cela laisse peu de moyens pour surveiller et encourager le Venezuela, doté de drones Shahed et de réseaux Hezbollah. L'OTAN serait également confrontée à un point de décision critique. Elle devrait honorer ses engagements de défense, si le territoire américain est menacé par des opérations depuis le Venezuela. La Russie demeure une menace en Europe de l'Est, et l'OTAN a probablement créé un précédent négatif en laissant la guerre en Ukraine durer près de 4 ans. Israël est au centre de tout cela. Si ce pays craint que l'Iran fabrique et teste une bombe nucléaire, il pourrait multiplier les frappes préventives contre les sites iraniens, risquant une guerre régionale nécessitant une intervention rapide des États-Unis. Scénario 2. Le Venezuela, comme proxy sacrificiel de l'Iran. L'Iran pourrait utiliser le Venezuela comme base de lancement pour des frappes de drones à longue portée dans le golfe du Mexique, visant les points d'étranglement maritime des États-Unis. Le Shahed 131 a une portée opérationnelle estimée à environ 550 miles, ce qui n'est pas suffisant pour atteindre le continent. Les États-Unis gardent plusieurs bases navales à la baie de Guantanamo et à Porto Rico, tous deux à portée de frappe. Et rappelez-vous, le Venezuela pourrait bien être que le point de départ. Si l'Iran crée un nouveau groupe proxy, par exemple en Amérique centrale, sa portée augmente fortement. En parallèle, l'Iran accentue ses attaques contre Israël,
avec le soutien militaire direct de la Russie et des armes avancées. La Russie en profite. En détournant l'attention des États-Unis, l'Iran atteint son objectif stratégique de déstabiliser Israël. Et le Venezuela sert d'exécutant jetable qui offre une dénégation plausible aux deux parties. Si les forces américaines ripostent en frappant des installations vénézuéliennes, ce qu'elles seraient presque obligées de faire, l'Iran qualifie cela d'agression américaine contre une nation latino-américaine souveraine. Cela s'inscrit parfaitement dans leur discours de plusieurs décennies sur l'impérialisme américain, ce qui sert directement les ambitions de la Chine. La Chine peut maintenant réparer les infrastructures endommagées et endetter les pays affectés, tout en affichant son objectif de neutralité. Sous une pression suffisante, le Venezuela pourrait céder et permettre à la Chine de commencer à explorer ses réserves nationales de pétrole, qui sont considérées comme les plus importantes au monde. Elles ne sont limitées que par l'incapacité économique et industrielle du Venezuela à les exploiter. Si la Chine s'empare de cette ressource et en transporte assez, elle pourrait théoriquement se passer du détroit de Malacca pour ses pétroliers. Goulot d'étranglement. Scénario 3. Le seuil nucléaire. Si l'Iran franchit le seuil pour se doter de capacités nucléaires militaires, cela pourrait prendre de quelques semaines ou mois à plusieurs années. Compte tenu du peu de garanties et de contrôles internationaux en place, le monde pourrait s'embraser à cause des effets en cascade. L'Arabie Saoudite a affirmé qu'elle lancerait un programme nucléaire si l'Iran en acquérait. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a affirmé en 2018 « Si l'Iran crée une bombe nucléaire, nous en ferons autant rapidement ». Des responsables saoudiens ont réaffirmé cette position aussi récemment qu'en septembre 2023. Les Émirats arabes unis possèdent aussi une infrastructure réutilisable en cas d'aggravation de la sécurité régionale. Le pays a également accès à des missiles balistiques et mène l'un des plus grands programmes nucléaires de la péninsule arabique, tandis que son engagement en faveur de la non-prolifération nucléaire a débuté en 2009. Cette position pourrait évoluer si le pays subissait assez de pression de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Israël, largement vu comme détenteur d'armes nucléaires non déclarées, a aussi modifié sa doctrine militaire face au progrès iranien, vers quelque chose qui ressemble davantage à tirer d'abord et poser des questions ensuite. Le déploiement des chasseurs furtifs F-351, à dire pour des missions longues, et l'entrée en service de sous-marins dauphins pouvant transporter des missiles nucléaires laisse penser qu'Israël se prépare à une dissuasion par anéantissement. Avec autant de stockage nucléaire dans une région relativement petite, et une propension historique au conflit, une seule mauvaise communication ou une réaction excessive pourrait déclencher une chaîne de tirs nucléaires dévastant le Moyen-Orient. Et même si ces ogives sont relativement petites, elles pourraient avoir un impact profond sur l'économie mondiale, ou inciter d'autres pays, comme la Russie, à entrer dans leur propre guerre nucléaire. Scénario 4. Les États-Unis décident d'intervenir au Venezuela si l'Iran a déjà développé son programme d'armes nucléaires au point qu'il ne leur faudrait que quelques semaines pour terminer une bombe. Les capacités militaires d'Israël ne peuvent pas percer les bunkers renforcés de Natanz. Seuls les États-Unis possèdent des missiles anti-bunkers capables d'atteindre ces profondeurs. Une attaque américaine contre l'Iran montrerait à l'axe de la résistance que l'Occident les voit comme une menace, aggravant ainsi le conflit régional. Toute attaque des États-Unis ou d'Israël doit essentiellement être une déclaration de guerre ouverte, qui priverait l'Iran de la possibilité de privilégier la recherche, plutôt que de se défendre. Cette attaque nuirait non seulement à la position géopolitique mondiale de l'Amérique, mais contredirait aussi les efforts de l'administration pour renforcer la sécurité intérieure et régionale. Une attaque à grande échelle contre l'Iran nécessiterait un effort coordonné et d'énormes ressources dédiées, ce qui mettrait à rude épreuve une économie déjà affectée par les tensions commerciales avec des partenaires de longue date. Parallèlement, l'Iran pourrait causer de lourds dégâts économiques en fermant le détroit d'Ormuz, essentiel au commerce pétrolier international et utilisé par l'Arabie Saoudite, grand exportateur de brut. Si les États-Unis déploient des forces au Moyen-Orient, le Venezuela devient une base iranienne encore plus dangereuse. Cela signifie que les États-Unis devraient également intervenir directement au Venezuela, créant ainsi une nouvelle crise dans le pays. Donald Trump a autorisé des opérations de la CIA au Venezuela, tandis que les États-Unis ont déployé des missiles, 2 navires de guerre et un avion de surveillance près des eaux vénézuéliennes. Trump a également laissé entendre que les jours du président Maduro étaient comptés, suggérant qu'il adopte une position plus agressive contre le pays. Bien sûr, aucun de ces scénarios n'est certain.
Tout peut évoluer chaque mois selon les gains ou pertes des acteurs majeurs. Sur la scène géopolitique, la Russie subit des pressions de l'Ukraine et de l'Europe. Si elle perd suffisamment, elle pourrait cesser de soutenir l'Iran. La Chine pourrait perdre confiance en restant seul soutien, ce qui risquerait d'aggraver ou d'apaiser totalement l'Iran. Alors que le monde s'adapte, le Venezuela vit toujours l'une de ses plus grandes crises. Il a le taux d'inflation le plus élevé au monde et fait face à un effondrement de sa monnaie. Le bloc ALBA du Venezuela s'est affaibli. Plusieurs États membres, dont l'Équateur en 2018 sous le président Lénine Moreno, se sont éloignés de l'alliance, invoquant le régime de Maduro. Accélérer cette tendance par des incitations économiques et des partenariats sécuritaires pourrait encore isoler le Venezuela. Le régime dépendrait encore davantage du soutien iranien pour assurer les fonctions gouvernementales essentielles. Cette dépendance pousse Maduro à faciliter les opérations iraniennes, même risquées, en échange de soutiens économiques. Le soutien international de l'Iran vient surtout de la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Perturber activement ces réseaux, en particulier les flux technologiques et financiers qui les alimentent, peut réduire la capacité de l'Iran à soutenir les opérations vénézuéliennes. Cependant, les États-Unis peinent de plus en plus à gérer les défis intérieurs et extérieurs, surtout ceux qui échappent à la force militaire ou aux sanctions. L'Iran et le Venezuela ont réussi à créer un réseau clandestin au cours des 15 dernières années, en construisant des infrastructures et des relations. Alors que l'attention américaine alterne entre priorités nationales et menaces proches ou touchant directement ses intérêts économiques en Indo-Pacifique ou en Europe. Il appartient désormais à l'administration de Donald Trump de déterminer si le Venezuela est un symptôme ou une conséquence de l'ingérence de l'Iran. Comment l'éradiquer efficacement à la source? Et quelle que soit l'option choisie, il y a de fortes chances que nous voyions des milliers de morts par la suite. Merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur la façon dont les États-Unis ont déjà tenté de pacifier l'Iran, regardez cette vidéo. Pour suivre les menaces mondiales et la sécurité américaine, abonnez-vous à The Military Show pour des analyses vidéo quotidiennes.